Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger VirtualBox, installer VirtualBox et démarrer une machine virtuelle et utiliser une machine virtuelle Linux sur VirtualBox pour pouvoir ensuite de votre ordinateur faire par exemple des TP sous Linux à partir d'un ordinateur Windows ou d'un ordinateur Mac. Alors, tout d'abord, VirtualBox se télécharge à partir du fichier virtualbox.org. Alors, VirtualBox est donc un système qui va vous permettre, en téléchargeant les fichiers qui vont bien avec, de démarrer un programme Linux dans votre ordinateur Windows ou Mac. Ces fichiers qui vont bien avec sont des fichiers qu'on dit VDI, des machines virtuelles VDI et VBox. Alors j'ai mis à disposition des étudiants et des enseignants des fichiers VDI d'une machine virtuelle Lubuntu, qui est une version d'Ubuntu un peu plus légère, avec normalement les outils de base nécessaires à un environnement de développement, c'est-à-dire Python, un éditeur de code Python et les outils GCC classiques pour compiler en C, ainsi qu'un éditeur de code C, l'éditeur Sublime Text. Libre à vous ensuite de rajouter les outils que vous préférez ou qui vous conviendront pour faire vos TP. Donc ces fichiers sont normalement en lien sur la page expliquant la page de cette vidéo. Ces fichiers sont assez gros puisqu'ils représentent à l'heure actuelle à peu près 3 Go de téléchargement sur un Google Drive. Donc si votre connexion n'est pas très rapide, pensez à les télécharger le plus rapidement possible afin de ne pas perdre trop de temps. Voilà. Alors une fois que vous aurez téléchargé les fichiers VDI et VBox, décompressez tous les fichiers. Donc le fichier VBox est seul, donc il n'y a pas besoin de le décompresser. Par contre les fichiers VDI, le fichier VDI pardon, est séparé en plusieurs morceaux, en plusieurs fichiers zip. Il faudra donc décompresser ces fichiers dans un dossier. Et donc assurez-vous de bien mettre le fichier VBox et le fichier VDI dans un seul et même dossier de votre ordinateur. Donc pour télécharger maintenant VirtualBox qui pourra ouvrir ces fichiers, il faudra tout simplement télécharger sur le grand bouton bleu au milieu, Download VirtualBox. Cependant, nous n'allons pas télécharger la dernière version de VirtualBox, qui est à l'heure actuelle la 6.1.4, puisque cette version possède un bug qui empêche la copie de texte entre l'ordinateur hôte, c'est-à-dire le Windows ou le Mac, d'où le VirtualBox tourne, et l'invité, c'est-à-dire le Linux que l'on est en train d'émuler sur l'ordinateur. Et cette fonction de recopie de texte est vraiment très pratique, donc on ne téléchargera pas la toute dernière version, la 6.1.4 en tout cas, on téléchargera soit la version juste avant, la 6.1.2, ou si à l'heure où vous regardez cette vidéo, une version ultérieure à la 6.1.4 est disponible, eh bien, je vous invite à la télécharger et la tester et voir si le copier-coller entre votre ordinateur Windows et entre votre hôte et votre invité fonctionne. En tout cas, pour télécharger la 6.1.2, il faut descendre et aller dans VirtualBox Older Builds. Sur cette page, vous irez ensuite sur VirtualBox 6.1 et ensuite vous irez bien dans la section VirtualBox 6.1.2 et vous pourrez télécharger soit l'hôte Windows, le programme Windows, soit le programme pour Mac. Voilà. Une fois téléchargé, vous installez le programme de façon classique. Et une fois que le programme est installé, vous aurez une fenêtre ainsi qui apparaîtra. Alors, cette fenêtre, je dois d'abord supprimer cela, excusez-moi, voici la fenêtre que vous verrez apparaître. Donc cette fenêtre au début ne vous montre aucune machine virtuelle et vous proposera soit de créer une nouvelle machine virtuelle, soit d'ajouter une machine virtuelle que vous aurez téléchargée. Ici, c'est ce que l'on va faire, on ajoutera une machine virtuelle que l'on aura téléchargée. Vous irez ensuite dans l'explorateur de fichiers chercher le fichier VBox que vous aurez téléchargé, qui devrait être dans le même dossier que le fichier VDI. Vous ferez ensuite ouvrir et vous verrez s'ajouter ici
la machine virtuelle correspondant au fichier que vous avez ouvert. Alors avant d'ouvrir la machine virtuelle, vous cliquerez d'abord sur Configuration, afin de vérifier que votre ordinateur est capable de lancer une machine virtuelle. En effet, même si la plupart des plateformes aujourd'hui peuvent exécuter une machine virtuelle, cela nécessite parfois une configuration du côté de la carte mère et du BIOS de la carte mère. Alors le BIOS de la carte mère, c'est le logiciel interne à la carte mère qui permet à celle-ci, dès le démarrage de votre ordinateur, et alors que Windows ou Linux ou Mac n'est pas encore chargé, de commencer à paramétrer certains périphériques. Si jamais votre carte mère n'arrivait pas à démarrer la machine virtuelle, il faudrait alors aller chercher un petit peu sur internet à partir du modèle de votre carte mère et du mot-clé VirtualBox, voir les options qu'il faudrait activer dans le BIOS de la carte mère. En général, le BIOS de la carte mère, on peut y accéder en démarrant l'ordinateur et dès le démarrage en appuyant sur la touche Supr de son clavier. On répète plusieurs fois l'appui sur la touche Supr et au bout d'un moment on arrive sur une fenêtre un peu bizarre qui nous propose beaucoup d'options. Donc selon vos recherches sur internet, vous irez chercher l'option qu'il faut pour activer le support de la virtualisation sur votre ordinateur. Alors pour savoir si votre ordinateur supportera ou pas la virtualisation, eh bien dans cette fenêtre de paramètres qui s'est ouverte, vous irez par exemple dans Système et vous irez ensuite dans Processeur. Si le nombre de processeurs est strictement supérieur à 1, donc si vous pouvez aller à 2 et que vous n'avez pas un message d'erreur qui s'affiche, c'est que votre ordinateur semble pouvoir exécuter une machine virtuelle sans avoir à subir de paramétrage supplémentaire. Donc ici, je vous recommande d'avoir au moins 2 processeurs dédiés à la machine virtuelle. Vous pouvez d'ailleurs en mettre plus. Sachez que plus vous mettrez de processeurs sur la machine virtuelle, moins il y en aura de disponibles lorsque la machine virtuelle tournera sur l'ordinateur hôte. Ensuite, je vous conseille aussi, par rapport à la mémoire vive, de mettre au moins 2 Go de mémoire vive, sinon plus, peut-être 4 Go, pour améliorer les performances de la machine virtuelle. Tout dépend de la quantité de mémoire vive que vous avez de disponible au début dans votre ordinateur. Voilà, donc on va pouvoir faire OK. Ici, il n'y a aucun message d'erreur, puisque le paramétrage a déjà été fait. On peut faire OK. Et ensuite, pour démarrer la machine virtuelle, on clique sur le bouton Démarrer. Apparaît alors une fenêtre et des informations de chargement. On attend un petit peu. Et au bout d'un moment, Ubuntu va complètement se charger. Voilà, l'interface d'Ubuntu est démarrée. Donc j'ai paramétré cette machine virtuelle de façon à ce que l'utilisateur principal, dont le nom est Paris13, puisse se connecter dès le départ sans mot de passe. Alors il faut savoir que le nom de l'utilisateur est P13 et le mot de passe en route est Paris13 en minuscule et sans espace. Voilà, vous avez alors une fenêtre qui vous est présentée et cette fenêtre vous propose donc un terminal d'où vous pouvez démarrer des commandes, un navigateur internet que vous pouvez démarrer. Alors Ubuntu utilisera la connexion internet de votre ordinateur pour fournir internet à l'invité, voilà, et qui démarre directement sur le NT de l'Université Paris 13. Vous avez aussi PyCharm pour pouvoir faire du code Python et l'exécuter, Sublime Text pour pouvoir aussi éditer du code. Et sous le terminal, vous pouvez faire GCC, il n'attendra plus que vos fichiers à compiler. Voilà. Donc ceci est un rapide tour d'horizon de la machine virtuelle et maintenant nous allons voir les fonctionnalités avancées de la machine virtuelle. Alors une dernière chose à savoir sur l'environnement Linux, c'est que vous avez plusieurs espaces de travail.
Choses qui peuvent être très pratiques pour justement dégager un petit peu les fenêtres. Alors, un espace de travail, c'est un ensemble de fenêtres ouvertes. Quand vous passez d'un espace de travail à un autre, eh bien, toutes les fenêtres que vous aviez ouvertes sur cet espace de travail disparaissent et les fenêtres ouvertes qui étaient sur l'autre espace de travail réapparaissent. Imaginons par exemple que l'on soit d'un côté en train de faire une recherche sur Internet, donc avec Firefox ouvert, et l'on souhaite garder Firefox ouvert tout en étant capable d'avoir notre éditeur de code ouvert. Je peux ouvrir donc Firefox dans un espace de travail et en bas à droite, je vais cliquer sur un deuxième espace de travail et d'ici, je peux par exemple démarrer Sublime Text. Je peux l'agrandir ou même le mettre en plein écran pour écrire mon code. Et ici, dans ce troisième espace de travail, je peux lancer un terminal que j'agrandis pour pouvoir faire mes commandes GCC. Ce sera mieux avec 2C. Ensuite, je peux revenir au premier espace de travail si je veux voir quelque chose sur Firefox, ou je peux revenir, aller au deuxième espace de travail pour aller à Sublime Text, et revenir au troisième espace de travail pour aller sur mon terminal. Je peux aussi utiliser le raccourci CTRL-ALT gauche ou droite pour aller d'un espace de travail à un autre. Ceci permet de pouvoir très facilement, sans quitter vraiment son clavier, passer d'une fenêtre à une autre, donc sans surcharger son espace de travail avec trop de fenêtres. Voilà, on peut avoir plus de 4 espaces de travail si on le souhaite, néanmoins en général 4 espaces de travail sont suffisants.